Bonjour, je suis le professeur Jean-Luc Pasquier et je modère cette session avec le professeur Jacques Mansourati de Brest. Donc nous allons parler des extrasystoles ventriculaires. Que faire devant un patient qui se présente avec des extrasystoles ventriculaires? Quel bilan? Quelle est la place du traitement médical? Quelle est la place de l'ablation? Et quels sont les liens avec une possible cardiomyopathie? Donc nous allons débuter avec la présentation du professeur Jean-Sylvain Hermida d'Amiens sur quel est le bilan minimum devant la découverte d'extrasystoles ventriculaires. Bonjour à tous, je vais vous parler dans cette présentation du bilan minimal de débrouillage à réaliser devant la découverte d'extrasystoles ventriculaires. Je n'ai pas de conflit d'intérêt par rapport à cette présentation. Alors, les extrasystoles ventriculaires peuvent être découvertes de façon totalement fortuite sur la perception d'un pouls irrégulier, par exemple, ou sur un électrocardiogramme fait pour une autre raison. Et elles peuvent être découvertes également à l'occasion de symptômes que va rapporter le patient. Alors, on connaît bien ces symptômes, ça peut être des sensations d'irrégularité du rythme cardiaque ou de battements forts, et ça peut être aussi des symptômes liés à une complication déjà de l'extrasystolie ventriculaire, comme par exemple des signes d'insuffisance cardiaque, une dyspnée ou une syncope. Dans tous les cas, il faudra effectuer un examen clinique à la recherche notamment justement des signes d'insuffisance cardiaque, mais aussi rechercher s'il n'y a pas une histoire familiale de cardiopathie ou voire de mort subite de certains membres à un âge jeune. Le premier examen à réaliser est l'électrocardiogramme 12 dérivation. C'est le meilleur examen pour localiser les extrasystoles, savoir si elles proviennent du ventricule droit ou du ventricule gauche, de sa paroi antérieure ou inférieure, latérale et septale, car on connaît un certain nombre de morphologies d'extrasystoles idiopathiques qui proviennent, comme on le voit sur cette iconographie, soit de l'infundibulum pulmonaire, soit des cuspes coronaires, soit de différentes localisations comme dans le ventricule gauche, les muscles papillaires, les hémibranches, la jonction mitro-aortique. Dans ces localisations, on a donc habituellement des extrasystoles ventriculaires idiopathiques. Pour avoir ces 12 dérivations, parfois, il faut s'astreindre à effectuer un enregistrement prolongé de l'électrocardiogramme. Et cela, donc, cette possibilité de localiser l'extrasystolie va permettre d'établir une corrélation entre ce que l'on va pouvoir éventuellement trouver comme cardiopathie sous-jacente et le point d'émergence de cette extrasystolie. Et donc, si on a des extrasystoles qui proviennent de l'infundibulum pulmonaire, par exemple, et qu'on trouve par ailleurs une anomalie segmentaire de la cinétique au niveau du ventricule gauche, eh bien, on ne pourra pas établir une corrélation entre les deux anomalies. C'est utile donc d'avoir cette morphologie aussi pour choisir le traitement que l'on va éventuellement mettre en œuvre, et notamment si on envisage d'effectuer une ablation. On sait qu'un certain nombre de localisations sont plus difficiles à traiter et plus dangereuses que d'autres. Donc, avoir la morphologie de l'extrasystole et son origine, c'est la première chose à réaliser. Ensuite, sur l'électrocardiogramme 12 dérivation, on va pouvoir avoir des signes en faveur d'une cause de cette extrasystolie. Alors, j'ai mis un certain nombre d'anomalies qu'on peut trouver à l'électrocardiogramme, mais on peut en trouver d'autres. Alors, ça peut être des signes en faveur d'une canalopathie, acuité prolongée, des ondes T inversées dans les précordiales droites, comme on le voit sur l'électrocardiogramme du bas, qui est en faveur, qui est un électrocardiogramme de dysplasie ventriculaire droite arythmogène. Ça peut être des ondes Q, comme l'on voit sur l'électrocardiogramme mis sur la droite de la diapositive, où l'on voit donc cette séquelle de nécrose entéroseptale avec l'extrasystolie. Donc différentes anomalies, un microvoltage, des anomalies de conduction aussi. Le Holter des 24 heures est à réaliser ensuite. Il va permettre de corréler les symptômes du patient que le patient a éventuellement avec le moment où surviennent ces extrasystoles, déterminer le nombre de morphologies, plus il y en a, plus c'est en faveur d'une cardiopathie tendue, d'exclure des éléments péjoratifs, notamment des phénomènes de sûreté, des salves d'extrasystoles, et évaluer la charge sur les 24 heures de ces extrasystoles
car on pourra éventuellement envisager un traitement ablatif de ces extrasystoles en cas de charge élevée et de cardiomyopathie associée. Cela sera vu dans les présentations qui vont suivre dans cette session. Le Holter des 24 heures peut être réalisé également avec 12 dérivations et on l'utilise de plus en plus et ça permet donc de bien avoir le nombre de morphologies et les localisations si on n'a pas pu les avoir sur l'électrocardiogramme de surface. L'écho cardiaque, bien entendu, à réaliser chez tous les patients pour évaluer la fraction d'éjection et mettre en évidence une anomalie structurelle cardiaque dont on connaît les différentes possibilités. Ensuite, le test d'effort, lui, il n'est pas obligatoire. Il y a peu de données dans la littérature prouvant son utilité, mais habituellement, on dit que les extrasystoles idiopathiques disparaissent à l'effort, même si parfois en récupération, il peut y avoir quelques salves de TV, et que celles qui apparaissent à l'effort sont plus en rapport avec une cardiomyopathie, mais c'est assez peu spécifique et sensible, sauf dans des cas bien particuliers comme le prolapsus valvulaire mitral, les TV catécholergiques, et j'ai mis en dessous un électrocardiogramme de TV catécholergique où l'on voit ces extrasystoles apparaître à l'effort. Elles sont bien particulières, bidirectionnelles, et c'est le cas aussi dans les dysplasies ventriculaires droites arythmogènes. L'IRM cardiaque, eh bien, lorsqu'on n'a pas pu mettre en évidence une forme commune idiopathique d'extrasystole, il peut être utile, ou si on a trouvé une anomalie de la fraction d'éjection, par exemple, ça va aider à faire un diagnostic difficile, comme peut l'être par exemple la dysplasie ventriculaire droite arythmogène ou la sarcoïdose, mettre en évidence éventuellement une cicatrice d'infarctus que l'on n'aurait pas vu ni à l'électrocardiogramme ni à l'écho, ou des zones de rehaussement tardif. Et si on programme une ablation, l'IRM sera également utile pour visualiser les lésions, savoir si elles sont sous-épicardiques ou sous-endocardiques. Voilà, les recommandations sont classe 2A pour la réalisation de l'IRM devant des extrasystoles ventriculaires. Je vous ai mis une iconographie de dysplasie ventriculaire droite arythmogène avec une dilatation du ventricule droit et une zone de rehaussement tardif à la partie inféroseptale du ventricule droit. Voilà, alors pour conclure, les extrasystoles ventriculaires, c'est un phénomène très commun qui est au mieux évalué par des examens simples. L'examen clinique, l'histoire de la maladie, le CG 12 dérivations, on peut rajouter le Holter, on doit rajouter le Holter et on peut rajouter l'épreuve d'effort, l'échocardiographie et l'IRM dans certains cas sélectionnés. Dans la plupart des cas, il faut réassurer le patient et envisager un traitement uniquement en cas d'ESV très symptomatique ou si le patient a des éléments en faveur d'une cardiomyopathie liés à ces extrasystoles ventriculaires. Voilà, je vous remercie. Merci Jean-Sylvain pour ce topo complet sur les examens à réaliser dans une extrasystolie ventriculaire. Première question quand même pour moi, l'IRM cardiaque pour toi n'est pas quelque chose donc de systématique devant toute extrasystole ventriculaire? Elle n'est pas systématique à mon avis, et d'ailleurs dans les indications qui ont été refaites tout à fait récemment, en 2019, elles sont donc en classe 2A. Mais c'est une indication, c'est un examen très utile. Toutefois, si l'électrocardiogramme de surface montre des ESV, par exemple, clairement en faveur d'une origine des cusps, avec une écho tout à fait normale et un comportement aussi habituel de ESV idiopathique à l'effort, l'IRM n'est pas complètement indispensable. Donc, je pense qu'on peut parfois s'en séparer, s'en affranchir. D'accord. Et lorsque le bilan est vraiment en faveur d'une extrasystolie ventriculaire bénigne, tu ne mets pas de traitement en route, faut-il revoir le patient systématiquement à 1 an, 2 ans, 3 ans, ou laisser le patient lui dire simplement c'est des extrasystoles ventriculaires bénignes et c'est bon, au revoir? Non, il me semble que ces patients, le bilan que l'on fait est valable à l'instant T et puis quelques mois ou quelques années après. Mais effectivement, il doit être effectué à nouveau et le traitement est indiqué si le patient est très symptomatique.
Et il n'est pas question de laisser les patients dans la nature sans surveillance avec des ESV, parce que la situation peut changer. Et d'ailleurs, ça va être vu dans les interventions suivantes. Il peut y avoir l'insuffisance cardiaque qui se déclare, et puis le nombre de ESV peut également changer. Donc, les patients ne doivent pas être lâchés dans la nature comme ça. On peut avoir une cardiopathie qui évolue. La génétique, tu y penses quand l'analyse moléculaire génétique? La génétique, évidemment, là, on est loin du bilan de débrouillage. Elle doit être réservée si on a des signes en faveur d'une cardiomyopathie sous-jacente ou d'une canalopathie. Évidemment, dans ces cas-là, le bilan rythmogénétique ou sarcomérique doit être fait, mais pas dans les ESV clairement idiopathiques comme on peut avoir si elles proviennent des hémibranches, des cusps ou des muscles papillaires, ou si on a trouvé par exemple, un prolapsus valvulaire mitral, encore qu'il peut y avoir, justement, même dans cette... j'ai pris un mauvais exemple parce que le prolapsus valvulaire mitral, on peut trouver des anomalies génétiques, mais c'est clairement pas un bilan systématique à mon avis. D'accord. De l'auditoire, une question, mais tu as presque répondu. Faut-il systématiquement éliminer une cardiopathie ischémique chez un patient de plus de 50 ans? Je ferai la même réponse que pour la génétique. S'il n'y a pas d'argument en faveur soit clinique, soit à l'électrocardiogramme de surface, soit à l'écho en faveur d'une cardiomyopathie ischémique, et si l'ESV est de toute évidence idiopathique, je ne vois pas fondamentalement l'intérêt pour traiter cette ESV d'effectuer des examens analysés colorographiques ou voilà. Après, la prise en charge doit être effectuée si le patient présente des facteurs de risque, bien entendu. Mais pour l'ESV idiopathique, ça n'a pas, à mon avis, d'intérêt non plus. Si Jean-Sylvain n'a pas d'autres questions, merci beaucoup Jean-Sylvain, pardon. On va passer la parole à l'orateur suivant qui est Nicolas Lelouch de Henri Mondor, qui va nous parler du traitement médicamenteux, lequel utiliser et quand. Bonjour à tous, je vais parler aujourd'hui du traitement médicamenteux des extrasystoles ventriculaires. Pour prendre en charge cette pathologie, il est important tout d'abord de rechercher une maladie ventriculaire sous-jacente qui, par son traitement spécifique, par exemple une insuffisance cardiaque autonome, une pathologie hypertensive ou valvulaire, avec le traitement spécifique, va pouvoir diminuer le nombre d'extrasystoles ventriculaires. Alors, à partir de quel cut-off peut-on proposer la recherche de cette cardiopathie? Voici les guidelines de 2015 qui recommandent au-delà de 10 ESV par heure, ce qui équivaut à peu près à 250 ESV sur les 24 heures. Et dans les guidelines chez les patients asymptomatiques, eh bien, il est recommandé à peu près le double. Vous voyez, au-dessus de 500 ESV par 24 heures, il est recommandé de rechercher une pathologie ventriculaire sous-jacente. Alors, qu'est-ce qui est important de rechercher des patients qui présentent des ESV significatives? C'est de caractériser si elles sont symptomatiques ou pas. Et la deuxième question, c'est de savoir s'il y a une dysfonction ventriculaire gauche associée ou pas. Alors, quelles options thérapeutiques sont disponibles globalement chez les patients qui présentent des ESV? Eh bien, on a tout d'abord ce qu'on appelle les mesures hygiéno-diététiques qui sont valables pour tous les patients. Alors, les premières choses à effectuer sont d'éviter le stress, d'éviter la consommation d'alcool, de caféine, de nicotine qui peuvent être des excitants cardiaques, de ne pas effectuer d'exercices trop importants et éventuellement de développer des techniques de diminution de stress, relaxation, cohérence cardiaque, hypnose pour avoir un effet sur le système nerveux autonome. Les médicaments proprement dits qu'on peut utiliser sont d'une part les bêta-bloquants, éventuellement les anticalciques, surtout en cas de contre-indication aux bêta-bloquants. On utilise aussi fréquemment les antiarythmiques de classe 1C, flécaïne, ritmol, avec une efficacité qui est tout à fait remarquable, je dirais même un peu au-dessus des bêta-bloquants. Encore, toujours est-il qu'il faut voir en fonction du profil du patient. Et le troisième type de médicament, c'est la cordarone, mais qu'on réserve en deuxième intention, plutôt chez des patients âgés, en raison de ces effets secondaires au long cours qui peuvent être extrêmement embêtants. L'avantage du traitement médicamenteux par rapport à l'ablation, c'est que c'est un traitement qui est non invasif, avec une bonne acceptation au cours de la consultation, mais cependant avec une efficacité par rapport à l'ablation qui est quand même moindre et
ceci a été retrouvé, j'ai cité ici 2 études prospectives qui comparaient les deux, avec une diminution du nombre de SV qui est plus faible et un taux de récidive qui est plus élevé chez les patients traités par traitement médicamenteux. Évidemment, il n'y a pas de complications aiguës comme on peut l'avoir pendant l'ablation, mais il peut y avoir des complications au long cours avec la prise continue d'un traitement médicamenteux. Concernant l'ablation, le taux de succès est plus élevé, mais au prix d'un risque de complications qui est tout à fait non négligeable. Vous voyez, entre 5% au maximum et 2% de complications qui peuvent potentiellement être considérées comme sérieuses. Malgré tout, un avantage de l'ablation, c'est une fois qu'on a accepté de prendre, entre guillemets, le risque procédural, il est possible, vous voyez, dans 85% des cas, d'arrêter le traitement antiarythmique, ce qui est tout à fait intéressant, notamment chez des patients jeunes qui ne veulent pas continuer leurs médicaments au long cours. Alors, chez les patients symptomatiques, il faut proposer un traitement, c'est l'indication, et on pose la question, est-ce qu'il y a une dysfonction VG ou pas? S'il n'y a pas de dysfonction VG, et bien à ce moment-là, on va proposer en première intention les antiarythmiques de classe 1C, éventuellement le sotalol et les bêta-bloquants, et en deuxième ligne, on proposera l'accordarone ou l'ablation. Chez des patients qui ont une dysfonction VG et qui sont aussi symptomatiques, et bien là, la question se pose de savoir, est-ce que les ESV peuvent être responsables de la dysfonction VG? On y reviendra après, c'est plus en rapport avec le pourcentage de ESV sur les 24 heures. Et dans ces cas-là, seule l'amiodarone est indiquée, puisque les autres antiarythmiques sont contre-indiqués, ou éventuellement l'ablation. Chez les patients asymptomatiques, on revient aussi à la présence d'une dysfonction VG ou pas, et on regarde la quantité de ESV. Le cut-off retenu, c'est 10% sur 24 heures, ce qui équivaut à peu près à 10 000 ESV sur le nictémère. Si c'est moins de 10% chez des patients asymptomatiques sans dysfonction VG, on fait les mesures hygiénodiététiques comme j'en ai parlé, un suivi simple par Holter est nécessaire. Chez les patients avec plus de 10%, eh bien, on ne sait pas, et il y a une étude française en cours qui permettra dans les années qui viennent de répondre à cette question. Si le patient est asymptomatique avec une dysfonction VG, si c'est moins de 10% de ESV, les ESV ne sont probablement pas la cause de la dysfonction VG et on repart sur un traitement spécifique de l'insuffisance cardiaque. Si c'est plus que 10%, c'est possiblement une cardiomyopathie aux ESV. Et là, les deux options sont soit l'ablation chez les gens jeunes, chez les gens qui refusent de prendre un traitement antiarythmique, ou éventuellement l'accordarone plutôt chez les personnes âgées. Par contre, il peut y avoir une adaptation du traitement médicamenteux dans certaines circonstances. Et voilà une étude qui a été faite par notre équipe en collaboration avec des collègues américains. Et nous avons pu montrer qu'il y avait une corrélation chez certains patients entre la fréquence cardiaque de base et la survenue des ESV. Et on a pu distinguer 3 types de patients. Le type de patient qui avait des ESV la journée en rapport avec l'effort, avec le stress. Il y avait une corrélation positive avec la fréquence cardiaque. Des patients qui, au contraire, avaient une corrélation négative avec la fréquence cardiaque, donc plutôt des ESV nocturnes en période de repos, et des patients qui n'avaient aucun rapport entre la fréquence cardiaque et la présence des ESV. Et en fonction de ce type de patients, eh bien, chez les patients qui vont avoir une augmentation des ESV à l'effort, ce seront des bons répondeurs aux bêta-bloquants. Ceux qui seront à l'inverse, plutôt sur des périodes lentes, sont de bons répondeurs à la flécaïne et peuvent même être aggravés par les bêta-bloquants. Et ceux qui n'ont pas de lien, eh ben on peut utiliser soit la flécaïne, soit les bêta-bloquants avec des réponses qui sont tout à fait variables. Pour conclure, je dirais que le traitement médicamenteux est indiqué chez tous les patients qui ont des symptômes en rapport avec leurs ESV, que pour des patients asymptomatiques avec dysfonction VG et des ESV fréquentes, les deux seules options sont l'accordarone ou l'ablation chez les gens jeunes. J'ai mis 75 ans, un peu de manière arbitraire, mais ça dépend évidemment de l'âge physiologique du patient. Il faut toujours traiter une cardiopathie sous-jacente qui peut réduire les ESV. Les médicaments, flécaïne en première intention, très bonne efficacité, mais en l'absence de contre-indication. Les bêta-bloquants et le sotalol et l'amiodarone en deuxième ligne, ou chez des patients âgés, compte tenu des risques d'effets secondaires au long cours, notamment avec l'accordarone. Par ailleurs, ce type de médicament peut être adapté en fonction du profil Holter. Pour le profil sympathique, plutôt les bêta-bloquants. Pour le profil vagal, plutôt la flécaïne. Et quand c'est aucun des deux, eh bien les deux traitements peuvent être essayés. Merci de votre attention. Merci beaucoup Nicolas, très belle présentation. Alors, en routine, quand décides-tu de traiter un patient qui a des extrasystoles? Quels sont pour toi les critères? Que va dire le patient qui va t'inciter à le traiter?
Bon, et effectivement, moi, je commence par les symptômes, de savoir si le patient consulte pour un symptôme qui est en rapport avec les extrasystoles. Et ça, c'est pas évident de le savoir. Il y a certains cas, alors évidemment, les patients qui disent je ressens des ressauts ou qu'on peut vraiment lier le symptôme à l'extrasystole, mais des fois, ça peut être plus difficile à caractériser, je dirais. Ça peut être un peu de fatigue. Donc, des fois, il faut creuser un petit peu pour voir si les ESV sont symptomatiques. Et puis, le deuxième critère, c'est le nombre. Je pense qu'on en parle, d'autres collègues en parleront après, mais sur la charge en ESV, au-delà de 10-15 000, je me pose quand même la question, éventuellement, même chez des patients polysymptomatiques, avec le risque de développer une dysfonction VG après. Donc, je dirais c'est les symptômes cliniques. Alors, évidemment, s'il y a une dysfonction VG, avec un nombre élevé de SV, là, je tente en me disant qu'il y a peut-être un lien avec la dysfonction VG et de voir si la réduction des ESV va faire améliorer la fonction ventriculaire gauche. Alors, on a des questions là de l'audience. La première question, c'est que tu as cité dans les moyens hygiéno-diététiques à appliquer en premier la cohérence cardiaque. Donc, on a une question sur qu'est-ce que tu appelles la cohérence cardiaque? Alors là, la cohérence, je ne suis pas un spécialiste de la cohérence cardiaque. C'est des techniques de relaxation, de sophrologie. Et en gros, c'est de synchroniser, en fermant les yeux, la respiration avec les battements cardiaques. Après, j'avoue que moi, c'est pas, c'est pas ma spécialité. Mais voilà, les gens intéressés peuvent chercher des gens qui font ça. C'est des sophrologues ou des gens comme ça Mais spécialisés. c'est vrai après qu'en pratique, expliquer aux gens, leur expliquer ce qu'ils ont, souvent on les rassure et après ils se plaignent beaucoup moins de leurs extrasystoles. Une autre question qui vient de l'audience, c'est peut-on sans risque donner de la flécaïne sans avoir éliminé au préalable une cardiopathie ischémique? Oui, alors dans le topo, j'ai mis effectivement que les antiarythmiques devaient être utilisés en l'absence de contre-indication. Et les deux contre-indications majeures de la flécaïne, c'est la présence d'une cardiopathie ischémique et une dysfonction ventriculaire gauche. Donc il faut, alors évidemment, chez quelqu'un de jeune qui a 25-30 ans, je ne vais pas lui faire une scintigraphie d'effort s'il n'a aucun facteur de risque. Mais disons en âge moyen ou avec des facteurs de risque, il faut éliminer une cardiopathie ischémique. C'est obligatoire dans l'utilisation de la flécaïne. Ok, bon ben merci beaucoup Nicolas. Et donc, nous allons passer à la communication suivante du docteur Xavier Wemtrob de la Pitié-Salpêtrière sur les relations entre ESV et cardiomyopathie. Bonjour, je vous remercie pour l'invitation pour cette session sur les extrasystoles que j'espère palpitantes. Donc, merci au chairman. Donc, mon propos aujourd'hui est de parler des extrasystoles ventriculaires et de la dysfonction ventriculaire gauche. Donc, mes conflits d'intérêts. Donc, les extrasystoles ventriculaires, on sait que si on regarde au sein d'une population de patients indemnes de cardiopathie, si on enregistre 10 secondes d'électrocardiogramme, on va avoir 3% d'extrasystoles ventriculaires. Si on enregistre plus longtemps, avec un enregistrement de 2 minutes, on va avoir jusqu'à 6% d'extrasystoles ventriculaires. Et si l'enregistrement est encore plus long, de l'ordre d'une heure, on pourra avoir jusqu'à 30% des patients ayant des extrasystoles, avec 7% d'extrasystolie supérieure à 30 par heure. On sait que la charge en extrasystole est corrélée avec le risque de survenue chez les patients qui ont un cœur sain d'une cardiopathie rythmique induite par ces extrasystoles, avec plusieurs éléments de mécanisme qui sont décrits ici. Ça peut être l'asynchronisme intraventriculaire, auriculoventriculaire, l'irrégularité du rythme, les effets de tachycardie intermittente ou des modifications du système nerveux sympathique. La potentialisation post-extrasystolique aussi intervient dans le mécanisme qui aboutit à un tableau de cardiomyopathie dilatée. Au sein de ces populations de patients porteurs d'extrasystolie ventriculaire fréquente, on estime qu'il y a à peu près 9 à 34% qui vont être porteurs d'une cardiopathie rythmique, cardiopathie qu'on définit par une altération de la fraction d'éjection, parfois modérée, et qui va régresser avec le contrôle de cette extrasystolie. Donc, face à ces patients porteurs d'extrasystole avec dysfonction ventriculaire gauche, plusieurs questions se posent. Premièrement, existe-t-il une maladie cardiaque sous-jacente? Confirme-t-on l'origine purement rythmique de cette cardiopathie? Et comment proposer aux patients de le prendre en charge au mieux pour régresser la dysfonction VG? Donc, on sait que sur les extrasystomes, comme on voit sur ce schéma, plusieurs facteurs peuvent venir majoriser
améliorer la charge des extrasystoles avec le stress, la déshydratation, les carences de sommeil, la caféine, l'alcool. Ceci intervient souvent sur une cardiopathie sous-jacente, cardiopathie qui peut être une cardiopathie rythmique avec les cardiopathies arythmogènes du ventricule droit, les laminopathies ou autres cardiomyopathies dilatées génétiques, souvent plus arythmogènes. Donc la première chose à faire, c'est le bilan de base. Le bilan de base s'axe à la fois sur l'échographie cardiaque qui va permettre de déterminer l'altération et de quantifier cette altération, la fonction ventriculaire, les troubles de la cinétique segmentaire, les valvulopathies, le diamètre du ventricule gauche, mais surtout essentiellement sur le Holter. Une première question est de savoir quelle est la durée d'échantillonnage du Holter nécessaire à mettre en évidence une charge importante, charge qui est définie dans les recommandations par plus de 10 000 extrasystoles par 24 heures. On sait dans cette petite étude de Pandio que si on enregistre 24 heures versus un enregistrement de 6 jours, on a une charge en extrasystole qui est beaucoup moindre et on perd 40%, un peu plus de 40% des patients avec une charge élevée. L'autre problématique sur le Holter, c'est d'effectuer un Holter 12 dérivations. On va voir sur le Holter 12 dérivations plusieurs morphologies, donc on va pouvoir au mieux quantifier le nombre de morphologies, en sachant que l'aspect pléomorphe est souvent évocateur d'une cardiopathie sous-jacente. Je vous ai mis ici un petit score, un score qui permet de différencier pour les extrasystoles qui viennent du ventricule droit, donc qui est la majeure partie des extrasystoles qu'on rencontre en consultation, une origine liée à une éventuelle cardiomyopathie du ventricule droit de type dysplasie. Donc vous avez ici ce score qui repose sur plusieurs critères qu'on voit illustrés sur ce schéma, sur ce tracé électrique, à la fois les ondes T négatives en antérieur, le fait que l'extrasystolie est plus large, 3 petits carreaux en D1, le crochetage sur plusieurs déviations du QRS et la transition tardive. Ce score sur 8 points est prédictif de cardiomyopathie du ventricule droit arythmogène en cas de score supérieur à 5. Bien entendu, l'imagerie a un rôle majeur dans la gestion de ces patients, avec notamment et au premier plan l'IRM qui permet de déterminer l'existence d'une cardiomyopathie dilatée ou d'une dysplasie du ventricule droit, de séquelles de myocardite ou bien de séquelles de nécrose. Il faut souligner là encore que chez les patients qui sont porteurs d'extrasystole, et notamment d'extrasystoles qui vont se majorer à l'effort, on a pu démontrer que 85% de ces patients avaient des séquelles de myocardite à l'IRM, et cela montre en effet l'intérêt de ces IRM chez ces patients. On sait également que les patients qui ont des extrasystoles avec une dysfonction VG et du rehaussement tardif à l'IRM sont des patients qui probablement sont porteurs d'une cardiopathie sous-jacente et qui vont avoir une moindre réponse au contrôle de l'extrasystole et une moins bonne amélioration de la fraction d'éjection après contrôle des extrasystoles. Là encore, il faut souligner l'intérêt de l'imagerie coronaire, soit la coronographie, soit le coroscanner et le test d'effort pour quantifier ces extrasystoles. Quels sont les critères qui permettent d'évoquer une myocardiopathie liée aux extrasystoles qui va régresser donc après contrôle des extrasystoles? Le premier point, le point essentiel, c'est la charge en extrasystole par 24 heures, que ce soit sur un Holter de 24 heures ou de 6 jours au mieux, supérieure à 10 000 par 24 heures. La survenue de tachycardie ventriculaire non soutenue, on sait que les ESV interpolaient également, le fait d'avoir des ondes P rétrogrades, la largeur du QRS supérieure à 150 millisecondes, qui est bien souvent corrélée à l'origine épicardique, l'origine du ventricule droit et d'autres critères qui interviennent. Je vous conseille de vous référer à cette revue qui est très bien faite de Gorenek. C'est pour vous illustrer le propos avec ici un des papiers Princeps qui a quantifié la charge en extrasystole et qui montre que pour des valeurs supérieures à 24% d'extrasystole par 24 heures, on a une très forte probabilité d'incriminer ces extrasystoles dans notre dysfonction VG. Les auteurs conseillent de prendre un cutoff de 16% et le cutoff retenu dans la littérature, comme on l'a dit, est de 10 000 par 24 heures. En ce qui concerne la prise en charge, ici la BAC issue des recommandations de l'HRA sur la prise en charge de troubles du rythme ventriculaire asymptomatiques. Nous sommes ici dans le versant symptomatique des extrasystoles avec une dysfonction VG, et donc il est important de prendre en charge et de traiter ces patients. Le traitement, si on se réfère aux recommandations de l'ESC de 2015, est le suivant. On recommande pour les patients porteurs d'extrasystolie du ventricule droit avec soit une résistance au traitement médicamenteux, soit une dysfonction ventriculaire gauche,
d'aller à l'ablation. Et donc, on voit ici que l'ablation est mise en avant dans sa recommandation. Il est recommandé pour les autres localisations de mettre en place un traitement par antiarythmique de classe 1, ce qui n'est pas compatible avec une dysfonction VG à l'heure actuelle et dans les recommandations de la prise en charge de ces patients et de l'utilisation des médicaments. On peut éventuellement discuter de la mise en place d'un traitement par amiodarone à titre diagnostique de manière à supprimer les extrasystoles et attendre de voir l'amélioration qui survient généralement dans les 3 premiers mois. En conclusion, je vous ai mis ce tableau issu des travaux de Sam Asirvatam. Et vous voyez ici résumé les principales caractéristiques qui permettent de faire la différence entre une cardiopathie rythmique pure et une extrasystolie qui vient compliquer une cardiopathie sous-jacente. Merci de votre attention. Bon concours. Merci Xavier pour ces messages très clairs. Alors, effectivement, la problématique quand on reçoit des patients avec des fractions d'éjection altérées, c'est qu'est-ce que je risque, combien de temps je dois attendre avant de décider. Les questions qui viennent tout de suite à la tête, c'est défibrillateur ou pas défibrillateur, etc. Donc justement, quel message faut-il donner aux rythmologues qui gèrent ce type de patient pour ne pas tout de suite aller implanter un défibrillateur? Que faut-il faire entre-temps, quoi? Comment prendre cette cardiopathie? Quand est-ce qu'il faut effectivement implanter un défibrillateur, par exemple? Certains peuvent nécessiter ce type de traitement. C'est la question qui est sous-tendue par ce topo. Et on a un élément de réponse, notamment une étude d'Antonio Berruezo, qui s'est attaché à prendre en charge ces patients avec cardiomyopathie dilatée et une charge en extrasystole élevée avec dysfonction VG, et de regarder ce qui se passait après ablation. Et au bout de 3 mois après ablation, on avait à peu près une amélioration de 10% de la FEVG, et la plupart des patients étaient sortis des indications de défibrillation. Donc, je pense qu'il est essentiel d'essayer de traiter ces patients et de réévaluer, que ce soit par l'amiodarone, soit par l'ablation, au bout de 3 mois, puisque c'est à peu près le délai qui ressort dans les études pour voir l'amélioration, sachant que les critères de contrôle de l'extrasystole autorisent quand même une charge résiduelle en extrasystole de l'ordre de 3 à 4%. Donc, dans ces études, on voit que même avec 3 à 4% d'extrasystole résiduelle, on a une amélioration de la FEVG. Donc, je conseillerais aux collègues d'attendre 3 mois de traitement pour affirmer ou confirmer l'indication du défibrillateur. Y a-t-il une surveillance particulière pendant ces 3 mois à faire après l'ablation ou Alors, je pense que la surveillance, c'est l'échographie, bien entendu. Alors, moi, je pense qu'il faut la refaire à 3 mois et puis le Holter également à 3 mois, sachant que, là encore, comme je le soulignais dans le topo, il y a plusieurs articles qui laissent entendre que le fait d'avoir un petit peu de fibrose à l'IRM sélectionne une population de patients qui ont une moins bonne réponse à l'ablation, de même que les patients qui ont à l'état de base un QRS élargi. Là encore, c'est les études d'Antonio Berruezo, donc un QRS de base supérieur à 130 millisecondes, laissent entendre que ce sont des patients qui vont moins bien répondre à l'ablation. Après, on a un gap dans les recommandations actuelles sur la LiveVest chez cette population-là, dont on ne sait pas encore comment l'utiliser en France. C'était un petit peu ma question suivante, mais pour l'instant, on n'a pas de recommandation particulière pour la LiveVest dans cette indication particulière. Oui. Une question de l'auditoire, faut-il prendre plus de 10 000 extrasystoles par 24 heures ou plus de 10 à 15% pour suspecter une cardiopathie rythmique? Alors après, ça dépend un petit peu, mais bon, on considère qu'il y a à peu près 100 000 battements sur 24 heures, donc les chiffres se recoupent un peu. Donc, dans les guidelines, on retrouve plutôt 10 000 extrasystoles. Après, ça dépend un petit peu de l'once base, mais je pense que c'est plus une idée, c'est plus un ordre de grandeur, je dirais. Après, il y a aussi quelques études qui laissent entendre que sur des patients qui ont déjà une cardiopathie ischémique avérée, un plus faible pourcentage d'extrasystoles peut aussi altérer la FEVG. Donc là aussi, il faut être vigilant, même si le cut-off est un petit peu plus bas sur ces patients qui sont déjà malades. Et on sait que le fait d'avoir 4-5 000 extrasystoles sur une cardiopathie ischémique avec des effets modérément altérés peut aggraver les choses. Et là encore, l'ablation peut être bénéfique. Très bien, merci beaucoup. Je vais passer maintenant la parole au professeur Philippe Maury de Toulouse, qui va nous parler de l'ablation et sa place dans ces types de cardiomyopathie. Bonjour, merci de m'avoir invité à cette session. Mon topic aujourd'hui, c'est la place de l'ablation chez les patients qui ont des extrasystoles ventriculaires.
je n'ai pas de conflit d'intérêt pour cette présentation. On sait maintenant depuis quelques années que le fait d'avoir des extrasystoles ventriculaires probablement est lié au fait de présenter dans le suivi des cardiopathies diverses et de l'insuffisance cardiaque, voire une mortalité augmentée. Et tout le problème est de savoir si ceci est lié à une cardiopathie fruste qui n'a pas été vue et qui s'exprime sous la forme d'extrasystole, ou si l'extrasystolie, quand elle est fréquente, peut entraîner elle-même des cardiomyopathies. Et on sait maintenant que c'est le cas, qu'il existe des cardiomyopathies liées aux extrasystoles ventriculaires fréquentes. Et bien sûr, c'est l'indication idéale de l'ablation dans ce cadre. Donc, on a des idées assez précises maintenant de l'incidence et de la prévalence de ce phénomène sur une étude qui incluait 240 patients avec plus de 1000 ESV des chambres de chasse VD ou VG, des patients qui n'avaient aucune pathologie structurelle sous-jacente, qui étaient asymptomatiques et qui ont été suivis pendant plusieurs années. Eh bien, on s'aperçoit que la fraction d'éjection se dégrade au cours du temps et que le volume télédiastolique VG augmente également au cours du temps, et c'est d'autant plus marqué qu'il y a plus d'extrasystoles. Et ce phénomène, si on décide qu'une diminution de la fraction d'éjection de plus de 6% est significative, va toucher environ 5% des patients à 4 et 8 ans de suivi. Et ce chiffre atteint 20% quand il y a plus de 10 000 ESV par jour. C'est un phénomène progressif, continu et en général asymptomatique. Donc, on a, à la suite de ça, commencé à faire des ablations chez ces patients, puisqu'on s'est aperçu qu'on pouvait faire régresser la dilatation VG et la diminution de la fraction d'éjection. Alors, tout l'intérêt est de savoir lesquels patients il faut proposer à l'ablation et quels sont les paramètres qui sont peut-être liés au fait de développer une cardiomyopathie. Alors, on ne sait pas tout actuellement. Ce qu'on sait quand même, c'est que plus les gens sont asymptomatiques, plus en fait ils vont rester pendant des années avec des ESV très fréquentes et plus ils ont des chances de remodeler leur ventricule gauche. Et le deuxième facteur, c'est probablement également, entre autres, le fardeau de ESV, le nombre de ESV à partir duquel on peut développer une cardiomyopathie dilatée. Alors ça, il y a eu beaucoup de chiffres dans la littérature. Il faut se rappeler que le nombre de ESV par jour est très variable et que deuxièmement, on a quand même des cardiomyopathies liées aux ESV pour des chiffres relativement bas de nombre de ESV. Mais globalement, on considère qu'il faut quand même plus de 15 à 20%, c'est-à-dire plus de 15 000 à 20 000 ESV par jour pour développer une cardiomyopathie dilatée liée aux ESV. Alors, l'ablation, est-ce que ça marche dans ce cadre? Eh bien oui, ça marche très bien. Ça, c'est une série personnelle, mais on retrouve ça dans toute la littérature avec des taux de succès au niveau rythmique d'environ 80%, c'est-à-dire que dans 80% des cas, on va avoir une réduction très, très nette du nombre de ESV, voire une disparition des ESV. Et c'est associé à une remontée de la fraction d'éjection qui prend en général 15% de plus et une diminution du diamètre télédiastolique VG qui diminue de 5 mm en moyenne. Donc, c'est assez intéressant quand même. Et puis, ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que quand on y arrive à diminuer ces ESV, tous les patients ne récupèrent pas. Il y a à peu près 15% de patients qui vont rester dilatés hypokinétiques. Alors, est-ce que c'est des cardiomyopathies autonomes? Est-ce que c'est une cardiopathie liée aux ESV trop anciennes pour pouvoir régresser? On ne sait pas bien pour l'instant. Et puis, à l'inverse, il y a des patients pour lesquels on n'est pas très content de l'ablation, où il reste des ESV. Mais la moitié vont finalement avoir un remodeling inverse intéressant, probablement parce qu'on a quand même diminué suffisamment le nombre de ESV résiduels. Et ce qui est intéressant d'observer aussi sur ces diapositives, c'est qu'il n'y a que les patients qui n'ont pas de remodeling qui feront des problèmes dans le suivi. Alors, la cinétique de la régression, on la connaît, c'est à peu près 2/3 des patients qui régressent en 4 mois, mais il y a 1/3 de patients pour lesquels il faut attendre un peu plus avant de pouvoir observer une normalisation de la fraction d'éjection et des volumes VG. On a une méta-analyse assez récente qui reprend à peu près tous ces patients, 700 patients, 15 études. Et bien après succès de l'ablation, on a un petit peu les chiffres que je vous montrais, c'est-à-dire à peu près 13% d'augmentation de la fraction d'éjection, ce qui est tout de même très bénéfique pour les patients, et une diminution du diamètre télédiastolique VG de 5 mm. Alors, on serait tenté de regarder, est-ce qu'on pourrait utiliser l'IRM pour savoir s'il y a des patients ont des cardiopathies structurelles qui ne sont pas liées à une cardiopathie rythmique aux ESV. Alors ça, c'est un travail qui tentait à le prouver, c'est-à-dire que les patients qui ne remodelaient pas après ablation de leur ESV, en fait, avaient un rehaussement sous-épicardique à l'IRM très net, alors que les autres qui remodelaient avaient une IRM normale. Et on va voir que c'est pas toujours, enfin, même si c'est vrai, ça c'est pas
pour cette raison qu'il ne faut pas proposer une ablation aux patients qui ont des IRM pathologiques. Alors, on peut proposer l'ablation aussi aux gens qui sont non répondeurs à la resynchronisation. Le fait d'avoir des ESV très fréquentes fait que les patients sont mal resynchronisés et ça touche environ 15% de tous les non-répondeurs dans ce travail. L'ablation de ce foyer, quand elle est réussie, permet d'obtenir un taux de resynchronisation quasi parfait, avec une fraction d'éjection qui prend quand même 7%, ce qui est quand même assez intéressant chez ces patients très altérés, avec une petite diminution du diamètre télédiastolique VG, donc une bonne indication également dans ces cadres très particuliers. Et puis, il ne faut pas hésiter non plus à proposer l'ablation des ESV quand les gens ont une cardiopathie associée, par exemple ischémique dans ce travail. Si vous avez un patient qui a une petite infarctus avec une fraction d'éjection très altérée qui n'est pas expliquée par la taille de l'infarctus, alors il faut imaginer, s'il a des ESV en plus assez fréquentes, qu'il y a une part rythmique associée à l'infarctus, et le fait d'ablater l'ESV, qui en général vient de la cicatrice d'infarctus, permet en général de normaliser ou d'augmenter très nettement la fraction d'éjection. C'est un travail déjà assez ancien, mais on le fait assez régulièrement et ça marche pas mal. Et puis, il ne faut pas hésiter non plus à proposer l'ablation chez les patients qui ont des cardiomyopathies non ischémiques associées à des ESV très fréquentes et pour lesquelles on pense qu'il y a une cardiopathie autonome. Ça, c'est un travail qui montrait que les gens qui avaient des SCAR IRM ou les gens dont on est certain qu'il y avait une cardiopathie avant l'apparition des ESV, quand on réussit à ablater les ESV, dans 50% des cas, on normalise la fraction d'éjection. Donc, il y a, même quand il y a une cardiopathie structurelle, il y a une part rythmique liée aux ESV quand elles sont très fréquentes. Et puis, une dernière diapositive, notamment chez les patients coronariens, le fait d'ablater les ESV va permettre parfois d'éviter la mise en place d'un défibrillateur de manière prophylactique, puisqu'on va augmenter la fraction d'éjection qui va passer très nettement au-dessus de 30-35%, et on va sortir de la zone de prévention prophylactique. Ça a été clairement démontré. Donc, en conclusion, les patients qui ont une cardiomyopathie inexpliquée avec une fraction d'éjection altérée et des ESV très fréquentes, et on va pas donner de chiffres, mais enfin, il faut quand même plusieurs milliers d'ESV au minimum, doivent être traités pour éliminer ou diminuer le nombre de ESV, et si possible par l'ablation, puisque les médicaments sont en général peu efficaces. Les patients qui ont une cardiopathie structurelle et avec des fréquentes ESV et une fraction d'éjection basse doivent aussi, à mon avis, être traités de la même manière, puisqu'on va réduire une partie rythmique de cette cardiomyopathie associée à la cardiopathie initiale. En cas de doute, on peut tester les patients avec de la cordarone pendant quelques mois, et si on observe une diminution du nombre de ESV associée à une amélioration de la fonction VG, c'est une preuve qu'il y a une cardiopathie rythmique et on peut ensuite leur proposer l'ablation. Pour les patients totalement asymptomatiques qui ont des ESV très fréquentes, il faut les surveiller au long cours, puisqu'on a vu qu'un certain nombre pouvaient présenter ensuite une cardiomyopathie. Pour les patients asymptomatiques qui n'ont aucune atteinte VG et qui ont des ESV peu fréquentes, par contre, il faut les rassurer. Eux ne feront pas, a priori, de cardiomyopathie liée aux ESV. Et puis peut-être dans le futur, on aura des indications prophylactiques dans certaines populations, mais on n'est pas encore là. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Philippe. Alors donc on a bien retenu avec la présentation précédente et la tienne le chiffre de 10 000 ESV, qu'il ne fallait pas hésiter à faire l'ablation, ce qui se fait maintenant couramment dans tous nos centres, et se donner 3 mois de recul pour évaluer le résultat de l'ablation. J'avais une question quand même pour toi, c'est est-ce que tu as remarqué, est-ce qu'il y a eu publié des sites d'origine d'extrasystole qui sont plus fréquemment à l'origine de cardiomyopathie? Alors ça, bonjour tout le monde d'abord. Alors ça, c'est très intéressant comme question, Jean-Luc. Et on s'est posé aussi la question et on a cherché sur notre série personnelle, on a cherché en fonction de la morphologie, de la largeur, du retard, de l'axe et de la localisation du foyer. On n'a absolument rien trouvé. Rien du tout. Il nous semblait quand même que c'était plutôt les chambres de chasse du VG, mais en fait, en pratique, les chambres de chasse du VG, c'est très fréquent aussi. Et en statistique, ça ne sort pas, non. Ok, merci beaucoup Philippe. Alors, on est un peu pris par le temps, donc je vais laisser Jacques conclure cette session. Bon, merci à tous les 4 pour vos messages très clairs et très concis. Merci à l'auditoire qui a posé des questions. Et nous allons laisser maintenant la parole à la session suivante. Merci à tous.